Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bonsoir, bienvenue dans ce forum de la presse de ce vendredi dans lequel nous aborderons la reprise récente des affrontements entre Peul et Dogon à Koro dans la région de Mopti, du retour massif des migrants maliens de la Libye et de l'Algérie, de l'épidémie de rougeole et de la stratégie mise en place pour y faire face et enfin de la célébration du 8 mars. Nos invités sont Awa Semega de Kunafoni.com, Paul Ben, journaliste indépendant, Badou Escobar du journal Le Carrefour. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation de ce numéro de la presse. Bienvenue à vous, chers confrères. Le grand dialogue. Regain de tension dans le cercle de Koro après les attaques à répétition dans les villages de Madougou, Sabere Dara et Diankabou. La population locale a décidé de s'armer pour sécuriser la zone. Nous allons écouter cette enquête de Studio Tamani. Ce matin à Bamako, la jeunesse de Tapital Poulakou s'est réunie devant la Bourse du Travail pour dénoncer les exactions et amalgames dont est victime la communauté Peul au centre du pays. Les manifestants réclament également le désarmement des chasseurs Dogon. Sur place à Koro, dans la journée d'hier, des jeunes ont également marché pour protester contre l'incapacité des autorités locales à résoudre le problème. Ils exigent également le départ immédiat du préfet de la localité. Hier, dans la nuit, le Premier ministre Soumeilou Boubei Maïga a reçu des représentants de l'association Tapital Poulakou. À l'issue de la rencontre, il a été question de l'envoi d'une mission gouvernementale à Koro. Cette délégation attendue aujourd'hui devrait être composée de représentants des communautés Peul et Dogon. Après plusieurs jours d'affrontements, selon des témoins, le bilan serait de 25 morts de part et d'autres. Les dégâts matériels, notamment des maisons incendiées et des stocks alimentaires brûlés, ont été constatés. Paul Ben, donc la délégation est attendue et la délégation n'est pas encore arrivée. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va changer? Vous voulez savoir ce qui va changer si avec l'arrivée de la délégation sur place? Écoutez, moi je crois que les affrontements qui ont eu lieu ces derniers jours sont déplorables. Ça a toujours existé, les affrontements entre Peul et Dogon, Peul et éleveurs, disons éleveurs et agriculteurs. Ce qui fait un peu que les choses sont devenues plus dures, plus difficiles, c'est que les gens sont armés. Voilà, les gens sont armés et, comme on l'a toujours dit ici, il y a la présence de l'État qui manque. L'État n'est pas assez présent dans ces zones. Et chaque population, chaque ethnie qui se sent un peu menacée et qui a des moyens pour se procurer des armes le fait. Et puis, je crois que c'est ce qui dégénère les choses. Maintenant, si la délégation va... Bon, vous savez, je déplore toujours le fait qu'on fait les choses de façon minimaliste. On laisse le verre pourrir dans le fruit et après on veut intervenir. Cette situation, elle perdure. Elle dure depuis longtemps. Je viens d'écouter l'une de vos capsules ici sur la marche de Tapital Poulakou. Moi, je dis... C'était hier. Moi, je reproche à Tapital Poulakou d'être resté, à Bamako, pour essayer de manifester parce que les Dogons s'en prennent maintenant au Peul. Deuxièmement, je crois que de Fatoma à Hombori, si vous prenez les exactions, les attaques de banditisme qui se passent dans ces zones, à 90%, ce sont les Peuls qui le font. Tapital Poulakou doit se déplacer sur le terrain pour aller sensibiliser leurs frères pour qu'ils arrêtent de s'attaquer aux uns et aux autres. Parce que le jour que les autres ethnies aussi auront le dessus, on l'a vu tout de suite, ça va dégénérer. Badou Escobar, il y a eu des appels quand même à l'apaisement et maintenant c'est la délégation elle-même qui est attendue sur place. Alors qu'est-ce qui va changer selon vous? Bon, à mon humble avis, ce qui va changer si la délégation se déplace pour aller sur le terrain, et les uns et les autres vont sensibiliser leurs parents. Peut-être que Dana Amassagou,
va parler à ses parents, Tabita Poulakul va parler à ses parents. Donc, ils vont essayer de réunir les uns et les autres, les faire comprendre que nous sommes liés par le même cordon ombilical. Nous vivons ensemble depuis des millénaires. Vous savez, le problème a commencé depuis 2012. Il y a eu des affrontements à Syrie. Ça, c'était un problème entre Peul éleveurs et Bambara, Dogon agriculteurs. Mais la chose a pris de l'ampleur à partir de 2014, quand le Front de libération nationale du Massina a été créé par Amadou Koufa. Bon, Amadou Koufa, c'est un Peul. Donc, naturellement, beaucoup ont attribué ce djihadisme à de Peul. Donc, le phénomène a changé pour devenir affrontement entre les Peuls et les autres ethnies. Parce que vous vous souvenez qu'il y a eu des affrontements dans le Massina entre Bambara et Peul. Et il y a eu des affrontements à Dougani, à Douna, récemment à Sebere-Dara entre Dogon et Peul, à Djankabou entre Dogon et Peul. Donc à Rebreza, les Dogons ils ont incendié la localité de Madougou. L'autre jour, j'ai appris une information comme quoi les Bozos de Kouakrou aussi disent qu'ils ne veulent plus voir le Peul. Même dans la zone de Tomia, de plus en plus, les Bobos ont du mal à accepter la présence des Peuls. Donc c'est extrêmement grave. Le problème est en train de prendre une tournure communautaire. Et même dans la région de Tombouctou, entre Arabes et Touaregs, ça ne va pas. Donc c'est à l'État malien de jouer pleinement son rôle. Et l'autre jour, les Peuls se sont plaints pour dire que les armes que les Dogons détiennent, ces armes ont été fournies par des gendarmes. Donc, de mon point de vue, l'État doit prendre ses responsabilités, désarmer toutes les milices. C'est à l'armée qu'il revient le rôle régalien d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Parce que j'ai contacté un peu de la zone, du Sanahari. Lui, il m'a fait savoir que le préfet et le gouverneur veulent désarmer une milice au détriment de l'autre milice. Donc, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, l'État doit être équitable entre les deux composantes de la zone et en même temps, n'est-ce pas, les uns et les autres doivent mettre de l'eau dans leur vin et comprendre que nous sommes une seule nation. Le Mali est un peuple et indivisible. Vous savez... Là, quand on dit que le préfet ou bien le gouverneur veut désarmer une milice au profit d'une autre, quelle milice qui a mis ces milices en place? C'est les populations elles-mêmes qui mettent les milices en place. La question demeure. Pour terminer, il ne faut pas que les médias étrangers aussi s'accaparent de ces problèmes communautaires pour mettre davantage à genoux le Mali. Avec leur interprétation. Le Nigeria est touché par le phénomène. L'autre jour, dans l'état de Taraba, il y a eu des morts. Au Tchad, dans la zone de lac Tchad, il y a les mêmes problèmes. Donc, le Mali n'est pas le seul pays concerné par ce problème. Mais il ne faut pas qu'on instrumentalise la chose au point de faire croire aux uns aux autres que le Mali est devenu un pays ingouvernable. Là, je ne suis pas d'accord. Okay. Donc, des affrontements qui se sont soldés par la mort de 25 personnes. Alors, pour apaiser la tension, des associations Peul et Dogon proposent différentes stratégies. Mais est-ce que ces associations sont dans leur rôle, Baddo Escobar? Moi, je pense que tard vaut mieux que jamais. Peut-être que je vais dire qu'il y a eu le médecin après la mort, mais ces associations peuvent faire quelque chose, pourvu qu'ils aillent sur le terrain. Il ne s'agit pas de rester à Bamako, de marcher ou de rencontrer le Premier ministre. Non. Le problème, il faut qu'ils se rendent sur le terrain. Il y a des voies appropriées pour cela. Il y a l'imam Mamour Dukou, qui a déjà effectué une mission dans le Massina. Il y a le patriarche Aminyang. S'ils se déplacent, ils vont à la rencontre des Peuls et des Dogons. Je suis sûr qu'un terrain d'entente sera trouvé. Vous savez, le Mali est un pays de compromis. Le Mali est un pays où tous les problèmes peuvent être résolus sous l'arbre à palabre. C'est ce qui fait la spécificité de notre pays. Okay. Mais Paul Ben, est-ce que vous trouvez que ces associations sont dans leur rôle, étant donné que parfois ces associations sont créées juste pour la promotion de la culture de telle ethnie ou bien de la langue, etc. etc. Est-ce qu'ils sont dans leur rôle en allant vers ces affrontements-là? Ces associations peuvent jouer ce rôle. Peut-être qu'elles ne le font pas assez maintenant, mais elles peuvent le faire. Elles peuvent être le cordon ombilical entre les différentes ethnies. Et je crois que, vous savez, moi j'échange avec certains Peuls. C'est comme les gens de Kidal. Ce n'est pas tous les Peuls qui sont dans ce banditisme ou bien qui sont dans ce climat de va-t-en-guerre. Il y a des gens qui sont fatigués. Parce que je connais certains Peuls, ils sont aussi menacés et brimés par l'État, je veux dire les représentants de l'État qui sont les porteurs d'uniformes, les forces armées de sécurité, que c'est bandit. Parce que moi, vous savez, quand on dit djihadisme, moi, vous savez, le djihad,
celui qui connaît un peu le Coran sait ce que c'est que le djihad. Ce n'est pas des djihadistes, c'est des bandits armés. C'est des groupes armés. Donc il y a des peuples vraiment qui ne veulent pas ce climat de guerre, qui veulent vraiment la paix. Si les gens, comme mon confrère vient de le dire, si ces représentants des associations se déplacent sur le terrain, qu'ils aillent voir les différentes parties belligérantes, leur dire que, bon, vraiment, vous savez, comme il l'a dit, le Mali, c'est très difficile. Moi, je le dis, je vous dis, je suis convaincu à 100% qu'il n'y aura jamais de guerre ethnique au Mali. C'est très difficile. Parce que, bon, c'est vrai, dans votre élément, dans votre capsule, on dit que tout Dogon parle Peul, ça c'est pas vrai. Mais la langue de communication en général dans le centre, c'est le Peul. Hein, c'est le Peul. Et vous trouverez rarement dans des familles, aujourd'hui au Mali, moi j'ai toujours dit, quand vous appelez quelqu'un au téléphone, s'il vous dit qu'il est Traoré ou Keïta, ne dites pas que ça c'est un Bambara. Il faut le voir d'abord. Parce que le Mali est tellement, il y a une mixité tellement profonde au Mali que même si les choses vraiment deviennent graves, on a toujours l'occasion de trouver une solution. Je crois que ces associations doivent aller sur le terrain. Oui, mais au sein de ces associations, on entend de ces déclarations. Est-ce qu'il ne va-t-on pas à ce rythme vers un repli identitaire dans ces zones-là? Non, pas du tout. Je vous dis, et puis surtout la zone du centre, elle est tellement mixte. Vraiment, elle est mixte. Parce que moi, j'ai eu la chance, quand j'étais vraiment sur le terrain dans ces zones, j'écrivais beaucoup. J'ai rencontré vraiment, j'ai vu que cette zone, vraiment, elle est melting pot. Vraiment, elle est melting pot. C'est très difficile que vous allez... Il y a toujours, dans des groupes ethniques, il y a toujours des gens qui vont s'aimer la zizanie les deux autres, mais il y a une limite à tout cela. Et même dans les associations, vous allez trouver des gens qui sont vraiment très radicaux, mais après coup, ou bien après réflexion, ils vont revenir à la raison. Parce qu'on n'a pas du tout, vraiment, on n'a pas de bénéfice à ce que cette situation-là perdure. On n'a pas du tout de bénéfice. Vous voyez aujourd'hui, le Peul, il est montré du doigt, un peu partout dans cette zone. Et ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. Et moi, je crois que le gouvernement de la République du Mali doit vraiment s'impliquer davantage pour que cette situation... Et vraiment mettre un peu des repères pour détecter les problèmes de ce genre, pour qu'on les circonscrive avant qu'ils ne s'empirent. Okay. Alors, Badou Escobar, à ce rythme, est-ce qu'on ne va pas... Vous avez tantôt signalé que toutes ces griefs formulés contre les Peuls, et on a vu au sein de ces Peuls-là, quand même, il y a pas mal de mouvements qui sont quand même créés. Tabital Poulakou, Dantal Poulakou, on a entendu parler de Dantal Ouarbe, et j'en passe volontiers. Il y en a bien sûr dans les autres ethnies. Mais est-ce qu'on ne va pas vers un repli identitaire dans ces zones-là? Non, je ne le pense pas. On ne va pas vers un repli identitaire. Vous voyez que la création des associations Peul date d'il y a un peu longtemps, et ce n'est pas au niveau national. Et je crois qu'il n'y a pas longtemps, tous les peuples de l'Afrique se sont retrouvés en Guinée-Conakry pour discuter et échanger. Créer des associations culturelles n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement dans le centre. Vous savez, comme il l'a dit, le centre du Mali est un melting pot. Moi-même, j'ai une partie Peul. Ça me fait mal aujourd'hui qu'on dise que les Peuls sont ceci ou les Peuls sont cela, ou bien les Dogons ont fait cela. Je pense que c'est la même nation. C'est une nation arc-en-ciel. Il y a toutes les composantes de la société qui se retrouvent. Si vous prenez Bamako, nous sommes tous ici à Bamako, il y a le calme, il y a l'entente. Je pense qu'il y a certains politiciens aussi au niveau de Bamako qui instrumentalisent la chose. Ce n'est pas bon. Qu'ils mettent de l'eau dans leur vin, qu'ils sensibilisent leurs parents pour leur faire comprendre que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, ce qui a écœuré certaines communautés disent que bon, les djihadistes, quand ils viennent dans les villages Peuls, c'est les Peuls qui les cachent et la nuit, ils commettent leur forfait. Donc, c'est des informations qui restent à vérifier. Donc, ne stigmatisons pas seulement le Peul. Quand on parle de djihadisme, à l'époque où il y avait les Moujaou, les mouvements pour l'unicité, le djihad en Afrique de l'Ouest, c'était composé de plusieurs ethnies. Ce n'était pas composé seulement que par des Peuls. Donc, faisons extrêmement attention. Ne jetons pas de l'huile sur le feu. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel pressant à la presse. Parce que nous, les journalistes, nous pouvons jeter de l'huile sur le feu comme nous pouvons verser de l'eau sur le feu. Versons de l'eau sur le feu. Ne faisons pas en sorte qu'on dise qu'une communauté a gagné le dessus sur une autre communauté. Là, ça n'ira pas. Et c'est tout le Mali qui va perdre. Donc le Mali a assez souffert, le Mali a assez de problèmes. Le Mali cherche à se tirer d'affaire. L'autre jour, c'est que les djihadistes ont fait au niveau du barrage de Soala.
des infrastructures d'une valeur de 35 milliards de francs CFA, qui devaient en principe irriguer plus de 5 000 hectares. Pour le plus grand bonheur, c'est des bandits. Okay. Voilà. Pour terminer, il y a un autre aspect. Vous savez, nous sommes dans un pays où chacun cherche le pouvoir. Toi, demain, je m'installe. Donc, ce genre de scénario profite à certains parce qu'ils veulent coûte que coûte accéder au pouvoir. Prouver qu'ils viennent au pouvoir, même si le Mali se fonde, ce n'est pas leur problème. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau avec nos invités Badou Escobar du journal Le Carrefour, Paul Ben, journaliste indépendant, et notre consoeur Awa Semega de Kunafoni.com qui est bien sûr en retard. J'espère qu'elle prendra le terrain en marche. Alors, la situation de l'épidémie de la rougeole au Mali est de 313 cas suspects, dont 249 prélevés qui donnent un résultat de 84 cas positifs et 0 décès. L'information a été donnée par le chef de section du district contre la maladie à la Direction nationale de la santé. Alors, le Mali est touché par l'épidémie de la rougeole, mais de façon modérée. Qu'est-ce qui explique ces cas pour des maladies dont la prévention se fait par vaccination? Paul Ben. Moi, je crois que, vous savez, la rougeole, j'écoutais l'autre jour sur une radio internationale une chronique que j'écoute, une chronique santé, que j'écoute et qui parlait aussi des cas de rougeole en France. Vous savez, je pensais jusqu'à cet instant-là que c'est seulement ici au Mali qu'il y avait des réticences des parents qui ne veulent pas amener les enfants pour les faire vacciner. Je ne savais pas qu'en Europe, il y avait des esprits de cet acabit-là. Je crois que quand vous trouvez des cas de ce genre, c'est que les parents n'ont pas amené les enfants à la vaccination, ils n'ont pas suivi les règles établies par les spécialistes de la santé. Comme je l'ai dit, même en France, il y a des cas de ce genre. Et les cas qu'on a détectés ces derniers temps, ce sont les gens qui ne se sont pas soumis aux normes de vaccination. C'est pourquoi il n'est pas étonnant qu'au Mali, on peut le trouver. Mais je crois qu'en la matière, le Mali fait des efforts. Mais est-ce qu'il faut parler dans ce cas de négligence coupable? Négligence des parents ou de l'État? Bon, en tout cas, des parents sûrement. Oui. Surtout, certainement des parents. Parce que même si la vaccination n'est pas obligatoire, c'est-à-dire on n'oblige pas quand l'agent de santé rentre dans une famille et il demande à la dame est-ce que votre bébé a été vacciné, et même si la dame ment, il n'a pas la possibilité de vérifier. Et même s'il vérifie, il sait que la dame ment, il n'a pas un moyen de pression pour que la dame fasse vacciner. Donc c'est les parents qui sont coupables. Parce que quand il y a ce qu'on appelle les GNV, que tout le monde connaît, quand il y a des séances de vaccination, que tout le monde connaît, et moi je vois vraiment les agents qui sont sur le terrain, qui font leur travail. Maintenant, c'est aux parents de suivre. Et moi, est-ce qu'il n'y a pas lieu dans ce cas du côté de l'État, étant donné que le vaccin est disponible, de rendre la vaccination obligatoire pour les citoyens? Vous savez combien de choses... Ou bien on ne peut pas s'offrir ce luxe-là? Moi, on ne peut pas... Vous savez, c'est très difficile de contraindre... C'est très difficile de contraindre les gens, surtout dans un pays où on n'a pas le contrôle des citoyens. Hein? Les pays développés peuvent contrôler leurs citoyens, mais nous n'avons pas ces moyens. Donc maintenant, je crois qu'il faut sensibiliser plus, c'est vrai, mais on n'a pas les moyens de les contraindre. Alors, Badou, comment expliquer quand même ces cas de rougeole au Mali à la date actuelle où vraiment la vaccination peut éliminer quand même cette maladie? Non, je pense que, comme j'ai rejoint un peu Paul Ben, l'État a anticipé sur les événements, mais il y a trop de préjugés dans nos pays. Souvent, j'entends des gens dire que ne vaccinez pas vos enfants parce que les produits venus de l'Occident, ça rend stérile, surtout s'il s'agit d'une fillette.
Donc c'est un problème réellement compliqué. Et la dernière fois où j'ai assisté à une séance de vaccination, j'étais avec mes enfants et effectivement, l'équipe de vaccination est venue. Il y a une dame qui se trouvait dans la cour. Bon, son mari est islamiste, donc la dame a dit à l'agent, aux agents qui sont chargés de la vaccination que non, il faut que son mari vienne d'abord, il faut qu'elle demande l'avis de son mari. Vous voyez, quand ça arrive là, c'est un peu compliqué. Moi, je les fais comprendre que c'est une vaccination, c'est pour empêcher à ce que le bébé ne tombe malade, pour que le bébé ne soit victime de la rougeole ou les 9, je ne sais pas, les trucs de les 9... il y a la rougeole, la méningite, le programme élargi de vaccination pour que l'enfant ne tombe pas malade à long terme. Les vaccins du peuple. Mais apparemment, je n'ai pas été bien. La dame a insisté, elle a dit qu'il faut que son mari vienne. Donc ça, c'est des préjugés qui sont là. Sinon, au XXIe siècle, on ne peut pas dire que l'État malien n'a pas anticipé sur les choses. Si ça ne tenait qu'à l'État, il y aura zéro rougeole au Mali. Ça, c'est sûr et certain. Et l'État a toujours mis un accent particulier sur la préservation de la santé des enfants. Ça, il faut le reconnaître. Et le Mali a même été félicité par l'Organisation mondiale de la santé pour ça. Quand quelque chose est bon, il faut le dire. Il ne faut pas déplacer les choses sur seulement le champ politique. Je crois que l'État a fait des efforts. L'État est en train de faire des efforts. C'est aux citoyens de fournir également des efforts. Parce que la vaccination, elle est gratuite. Vous ne payez pas un franc. L'État envoie des agents vous vacciner. Exactement. Je crois que ça, c'est une très bonne chose. Voilà. Ok, d'accord. Nous abordons donc le troisième sujet, à moins que vous n'ayez... Ok, d'accord. Des migrants maliens refoulés d'Algérie ont manifesté leur mécontentement devant l'ambassade d'Algérie à Bamako. L'intervention de la police a provoqué des jets de pierres. La situation était tendue devant l'ambassade. Nous allons sur ce reportage de Studio Tamani. Les migrants de retour étaient en colère. Ils ne savaient pas comment résoudre leurs problèmes parce qu'il n'y avait pas une assistance gouvernementale directe. Alors, ils n'avaient pas d'autre choix que de sortir dans la rue. C'est pour cela qu'on les a vus dans la rue. Donc, le dimanche, ils sont venus, il n'y avait pas de service technique qui pourrait les prendre en charge. Alors, le lendemain, qui est le lundi, vu qu'ils n'ont pas eu leur patience, ils ont décidé spontanément d'aller dans la rue devant l'ambassade d'Algérie. D'après leurs témoignages, ils sont beaucoup fatigués. Ils sont expulsés de l'autre côté et d'après eux, ils ont rejeté dans le pays d'origine. L'expulsion était injuste, ce n'était pas dans les normes de droit, ce n'était pas dans la Convention universelle des droits de l'homme parce qu'ils étaient refoulés dans les déserts. Aujourd'hui encore, il y a une trentaine qui sont en route. D'après leurs témoignages, le Premier ministre qui a annoncé le retour auprès des autorités algériennes, d'après ce qu'ils ont dit, après son retour, le lendemain, c'était le refoulement massif des Maliens. Alors, Badou, avant d'en venir aux conditions d'accueil, que retenir de ces retours massifs forcés quand même de migrants des pays dits amis du Mali? Bon, si nous prenons le cas spécifique de l'Algérie, vous m'excusez du terme, mais je dirais que l'Algérie est un pays ingrat. Si l'Algérie est devenue un État indépendant, c'est grâce au soutien du président Modibo Keïta. Et Abdelaziz Bouteflika a encore sa maison à Gao. Donc l'Algérie se comporte de cette façon envers nos compatriotes, c'est quelque chose que je dénonce, que je ne peux pas accepter. Et le fait que les expatriés sont partis assiéger l'ambassade de l'Algérie, ça m'a beaucoup plu. Je peux faire parler clairement. Parce que le gouvernement algérien, le peuple algérien ne peut pas se comporter de cette façon à l'égard des migrants maliens. Vous ne pouvez pas prendre des migrants, aller les jeter en plein désert, sans eau, sans nourriture, sans soins de santé. C'est extrêmement grave. Ce que le gouvernement algérien a fait, ça ne se fait pas. Mais puisque c'est notre puissant voisin du Nord, on n'y peut rien. Sinon, ce que l'Algérie a fait est à dénoncer, est à décrire. C'est inhumain. Mais que dire des conditions d'accueil aussi? Moi, je pense que les conditions d'accueil... Il me semble que les conditions n'étaient pas réunies également pour l'accueil de ces migrants de retour. Oui, vous savez, pendant longtemps, le Mali n'a pas eu d'infrastructure de base pour pouvoir accueillir les migrants. Quand les migrants venaient à l'époque, c'est dans la cour des sapeurs-pompiers, de la protection civile qu'on recevait les migrants et refoulés. Mais récemment, le président a inauguré, je crois, vers Niamakoro, un centre pour les migrants. Donc ça, c'est une très bonne chose. Par rapport aux conditions dans lesquelles les migrants viennent, bon, vous savez que nous sommes un pays qui n'a pas assez de moyens. Le gouvernement malien est obligé de passer par l'Organisation internationale des migrations pour pouvoir rapatrier nos compatriotes. Maintenant, c'est à nos compatriotes vraiment de voir qu'aller en Libye aujourd'hui ou aller en Algérie, c'est très périlleux. Donc nous sommes un pays où on peut vraiment se tirer d'affaires, ou si on travaille, on peut obtenir la ressource qu'on veut. Donc aller en aventure, ça ne résout plus les problèmes.
Vous avez vu les tragiques images qui ont été montrées sur la Libye, où on voit des Noirs vraiment se faire tabasser par des Arabes. Moi, je pense que ça, ce n'est pas une très très bonne chose. Qu'on sensibilise aussi les jeunes, leur faire comprendre que l'Europe, ce n'est plus cette terre promise. Le Maghreb, ce n'est plus l'Eldorado tant espéré. Donc, le Mali, c'est notre patrie. C'est un pays où on peut tout trouver pourvu qu'on se mette au travail. Paul Ben, retour des Maliens quand même, qui sont refoulés des pays dits amis quand même du Mali. Bon, écoutez, moi, je compatis. Hein. Je compatis à tout ce que mon confrère vient de dire. Mais vous savez, la diplomatie n'a pas d'amis. Elle n'a que des intérêts. Moi, je crois que si nos compatriotes sont dans cette situation, c'est parce que notre pays a failli. C'est à nous, c'est au Mali d'abord de s'occuper de nos compatriotes. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller. Moi, je vais au Niger, je vais au Burkina, mais je reviens. Parce que je sais que je peux faire valoir ce que j'ai dans ma tête en tant que journaliste, en tant qu'homme de communication. Mais le jeune qui quitte, moi, j'ai fait Kaï Dirkou. Ça, c'est au Niger, vers la frontière avec la Libye. Et j'ai même dépassé. Je suis parti au-delà. Le jeune qui quitte le Mali, qui quitte Kaï ou bien qui quitte Sikasso pour qui veut aller en Libye, vous pensez qu'il le fait de gaieté de cœur? Pas du tout. C'est parce que sa maman s'est endettée, son papa s'est endetté, son frère s'est endetté. Il faut qu'il aille chercher mieux que ce qu'il a au Mali. D'ailleurs, même certains n'ont rien au Mali. Il va aller chercher ailleurs pour essayer de vivre de façon décente. Et si le Mali met les conditions sur place, et on a ces moyens, moi je l'ai toujours dit, on a ces moyens, on a une mauvaise politique de l'emploi, on a une mauvaise politique de la formation. Les pays chez qui nous allons pour demander de l'aumône, un petit pays comme le Luxembourg, regardez un petit pays, je parle petitesse en taille quoi, en taille en superficie, un petit pays comme le Luxembourg, où on va quémander, et ces pays leur économie est basée sur le secteur privé. Mercedes-Benz, Ferrari, Hyundai, Toyota, c'est pas des usines étatiques, hein. C'est privé là. On va quémander chez des gens qui... On peut prendre le modèle pour amener ce modèle ici, pour former et employer nos jeunes, mais on va quémander. Chaque fois quand vous voyez le ministère des Maliens de l'extérieur, ils sont là en train de tourner la maison des Maliens de l'extérieur. Moi, je ne sais même pas, vraiment, je crois que si on assainit la politique de formation et d'emploi des jeunes au Mali, mais justement, qu'est-ce qu'il y a lieu de changer quand même dans l'insertion quand même de ces migrants de retour au pays? On a une politique ici qui fait croire aux gens que tant que vous n'avez pas fait l'école supérieure, vous n'êtes rien. Vous comprenez? Quand vous entrez à l'école, on vous dit qu'il faut aller à l'université pour être un bon cadre. C'est faux. Les écoles professionnelles, c'est sur ces écoles professionnelles qu'on peut bâtir l'économie du Mali. Vous comprenez? Au lieu d'aller acheter des meubles en Chine, ces tables-là, au lieu d'aller les acheter en Turquie, vous les faites fabriquer ici. Mais quel lien avec le retour, l'insertion de ces migrants? Mais ces jeunes-là, ils vont ailleurs pour travailler. Là. Ils ne vont pas pour dormir. Ils vont pour travailler et gagner de l'argent. Si vous outillez nos menuisiers en bois ici, ou bien nos menuisiers métalliques, ou bien nos mécaniciens automobiles, ils vont employer ces jeunes qui ne vont pas aller à l'extérieur. Moi, j'étais au Niger. Je suis parti dans un village à 120 km de Tawa. C'est la deuxième grande ville du Niger. Ce village aujourd'hui produit, grâce à un financement de la GIZ, ce village produit aujourd'hui du mil, assez de mil, jusqu'à ce que l'exode rural a diminué de 90%, parce que ces jeunes-là, ils ont de quoi avoir des ressources. Mais c'est ça. Ce n'est pas sorcier là. Lutte contre la pauvreté, il y a des programmes ici, on nous dit lutte contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté, c'est créer des richesses. Un point très, c'est tout. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani.
Retour donc sur ce plateau dans le cadre du forum de la presse de ce vendredi avec nos confrères Badou Escoba du journal Le Carrefour, Paul Ben, journaliste indépendant, et notre concert Awa Semega qui visiblement nous a fait un faux bond aujourd'hui parce qu'on l'attend désespérément. On l'espérait avoir au moins une femme journaliste sur ce plateau pour le dernier point qui concerne la célébration du 8 mars. Mais on l'espère toujours qu'elle nous rejoindra d'un moment à l'autre. Alors, est-ce que vous avez, Badou Escoba, est-ce qu'il y a une réaction par rapport à l'insertion de ces migrants de retour? Bon, rapidement. J'ai une réaction rapidement. Vous savez, une fois le ministre de l'intégration africaine, le docteur Abdraman Silla, a dit qu'il a été en Suisse. Et en Suisse, il a été dit que pour expulser un migrant, il faut 14 000 €. Moi, je pense qu'avec ces 14 000 €, on peut installer un migrant. Donc, les jeunes qui sont là, si c'est vrai, il ne faut pas commander, ce n'est pas une bonne chose. Si les Européens mettent la main à la poche, avec ces sous, qu'on crée des structures génératrices de revenus, ça peut empêcher les jeunes d'aller. Ça me fait mal de voir le Tchad et le Niger accepter d'accueillir des centres pour rétention des migrants sur instruction des Européens. Et à chaque fois quand on parle du problème migratoire, il faut que les chefs d'État africains aillent à La Valette, sur l'île de Malte, pour discuter du problème. Moi, je pense que le problème migratoire est mondial. Ça ne concerne pas seulement que le Mali. C'est aux chefs d'État de l'Afrique, c'est à l'Union africaine de voir comment faire en sorte pour que ces jeunes puissent être fixés sur le continent. Vous savez, le Mali, l'Afrique est un continent d'avenir. 80% de la jeunesse est jeune. Ce n'est pas pour rien que la Chine, l'Inde et les États-Unis sont en train de se bousculer pour venir vers le continent africain. Donc c'est un continent d'avenir, que nos dirigeants le sachent et qu'ils changent de comportement et qu'ils changent la manière de gérer nos ressources. Vous savez, prenez un pays comme l'île Maurice. L'île Maurice n'a pas de ressources minières, mais l'île Maurice aujourd'hui, c'est le pays le plus développé du continent africain. Donc, ils ont mis un accent particulier sur les ressources humaines. Moi, je pense que nous devons développer les ressources humaines, comme il l'a dit, et renoncer au système universitaire, parce que le système que nous avons ici, c'est le système français. C'est un système qui est dépassé. Vous faites 16 ans sur le banc, vous finissez avec un diplôme d'anthropologie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous serez obligé de vous retrouver dans la rue en train de conduire un taxi ou vendre des cartes téléphoniques. Il n'y a pas de ça, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. OK. Quatrième et dernier point, donc journée du 8 mars. Pour certaines femmes, la célébration du 8 mars doit rompre avec le folklore et le tapage médiatique et poser les vraies questions sur les préoccupations des femmes. Alors, Paul Ben, à votre avis, quelles doivent être les vraies préoccupations de la femme malienne de nos jours? Oui, comme vous le disiez dans le chapeau, il faut qu'on dépasse ce stade que chaque année, à l'orée du 8 mars, c'est la course vers les pagnes, quoi, les tissus, les 3 pagnes, les 6 pagnes. Bon. Il faut qu'on dépasse, ce stade-là. Vous savez, moi, la dernière fois, j'ai regardé un reportage de nos confrères de France 24. Le jour du 8 mars, les femmes espagnoles ont décidé de faire une grève pour revendiquer leurs droits. C'est un secret de polichinelle que toutes les femmes, même à Studio Tamani, les femmes sont sous-payées par rapport aux hommes. Elles sont en nombre plus réduit. Je vois que les confrères ne sont pas d'accord. Elles sont en nombre plus réduit que les hommes. Elles sont à des postes, elles ne sont pas à des postes. Les hommes sont majoritairement à des postes de responsabilité. Vraiment il faut que oui, le genre est bien renforcé ici à Tamani. Donc c'est entre autres ces sujets que les femmes doivent aborder lors du 8 mars. Mais ici, chez nous, ce qu'on appelle... Moi, j'ai entendu parler d'une association des femmes leaders, ou bien des femmes politiques, des femmes ministres. Mais dans des journées comme le 8 mars, on ne les voit jamais. C'est ce jour-là qu'elles doivent prendre à profit pour vraiment revendiquer les droits, amener les droits, c'est-à-dire porter vraiment les problèmes des femmes devant la scène, que tout le monde les voit. Mais nous, on est cantonnés, comme je l'ai dit, à la course au pagne, au tissu. Et puis, bon, peut-être on rencontre le Premier ministre, on fait un peu du folklore, comme vous l'avez dit. Ok, Badou.
Quels doivent être les vrais problèmes des femmes au Mali? Les vrais problèmes des femmes doivent être les questions d'alphabétisation, les questions d'insertion socio-professionnelle, etc. etc. Je parle un peu sous le contrôle de l'envoyé spécial de la CEDEAO, Cheikh Abdou Touré, qui a dit une fois que les femmes en Afrique ne savent que chanter et danser. C'est la triste réalité. Donc les femmes, pendant les élections, les politiciens se servent d'eux pour accéder au pouvoir. On leur distribue des pagnes, comme il l'a si bien dit. On leur donne peut-être du thé, du sucre. Elles dansent bien, elles chantent bien et elles sont contentes. Non, on doit dépasser ce cadre. Il faut que les femmes sachent qu'elles ont une lourde responsabilité, qu'elles constituent le centre de gravité de notre société, qu'elle a un rôle spécifique à jouer. Vous savez, la femme est la première à se lever, elle est la dernière à se coucher. Et je suis désolé que le 8 mars, qu'il y ait eu, et que le 8 mars ne se soit pas, le 8 mars n'a pas été fêté dans une atmosphère conviviale. Le 8 mars a été fêté dans une atmosphère électrique sur fond de division. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand les femmes sont divisées, le pays est divisé. Parce que le foyer, c'est la femme. Quand il y a mésentente entre les femmes, il y a mésentente entre les jeunes, il y a mésentente entre les hommes, il y a mésentente tout au niveau de la nation. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Que les femmes sachent qu'elles ont un rôle important à jouer, qu'elles jouent ce rôle pour que vraiment notre pays puisse aller de l'avant. Parce que le développement de tout pays dépend, n'est-ce pas, d'une femme instruite, d'une femme cultivée. Parce que c'est la femme qui entretient le bébé, c'est la femme qui éduque le bébé, c'est la femme qui soigne le bébé. Donc la femme doit être instruite, la femme doit être au centre de tout. Nous allons, oui. Si vous regardez un peu le ministère chargé de la femme au Mali, vous voyez un peu quel brouhaha il y a dans ce ministère-là et puis des structures un peu rattachées. Donc c'est un peu à l'image de nos femmes qui ne sont pas organisées, qui ne savent même pas ce qu'elles veulent. Ok, donc nous allons écouter cet élément que Studio Tamani a réalisé dans le cadre de la célébration du 8 mars. C'est un portrait de femme, une femme pas comme les autres, une femme conductrice de train. C'est en 2008 que Halima Mariko a commencé à conduire le train, alors qu'elle n'avait pas encore atteint la trentaine. Cette électromécanicienne de formation a tout sauf une allure de garçon manqué. Pourtant, elle affirme avoir toujours aimé le métier, longtemps resté la chasse gardée des hommes. C'est le travail d'homme que moi-même j'aime. Moi, j'ai fait électromécanique. Donc, j'ai monté sur les poteaux à l'EDM pour faire l'éclairage. Donc, j'ai décidé d'aller faire ces métiers par amour. Parce que j'ai vu aussi qu'il n'y a pas de femmes. Si on voit que les hommes qui ont fait les mêmes écoles que nous sommes couronnés par les mêmes diplômes, pourquoi pas que j'exerce ce métier? Pour Madame Diara Halima Mariko, comme toute autre profession, celle de conductrice de train comporte des difficultés. Mais selon elle, l'amour de son métier permet de surmonter tous les obstacles. Je voyage avec les hommes. On roule les trains dans la nuit, dans la journée, en plein soleil, sous la pluie, les difficultés qu'on affronte en cours de voie. Si un train s'arrache, c'est toi qui dois descendre. Même si tu es dans la brousse, c'est toi qui vas descendre pour voir là où se trouve la femme. Tu peux avoir des animaux, des serpents, donc c'est un peu difficile pour les femmes. Mariée et mère de 2 enfants, Halima Mariko arrive à concilier sa profession et son statut de femme au foyer. C'est là grâce au soutien de son mari et de sa belle famille. Tout d'abord, il faut avoir un mari compréhensif pour ne pas qu'il soit jaloux de toi. C'est ça qui va te donner le courage même d'exercer ce métier. Donc je remercie le bon Dieu. Il me comprenne, même si moi je voyage. Donc c'est lui-même qui m'accompagne à la gare pour que je prenne mon train. Convaincue qu'il n'y a pas de métier réservé aux hommes ou aux femmes, Halima invite ses sœurs à se battre et de ne pas céder à la facilité. Ok, vous avez entendu tout à l'heure. Tout d'abord, il faut avoir un mari compréhensif. Est-ce qu'il faut des hommes émancipés d'abord pour avoir des femmes émancipées par la suite? Oui. Il ne faut pas avoir il faut pas avoir des maris radicaux. C'est pas bon. Un mari radical, c'est... il y a un proverbe international qui dit que quand vous avez une bonne femme, vous avez tout. Une femme aussi, quand elle a un très bon mari, un mari qui la respecte, parce que dans le respect, il y a tout, elle aura beaucoup de choses à son avantage et à l'avantage de la famille. Parce que, comme mon confrère l'a dit, la femme, c'est le pilier de la famille, même comme les femmes elles-mêmes, elles ne savent plus si elles sont le pilier ou pas. Mais nous, quand même, on sait souvent, bon, moi personnellement, je sais que la femme, c'est le pilier de la famille. Parce que sans une femme à la maison, c'est très difficile, quoi. Très difficile. Badou.
Vraiment, je félicite beaucoup son mari parce que si c'était moi, j'allais accompagner ma femme pour lui faire du thé dans la cabine. Si c'était moi, j'allais accompagner ma femme pour lui faire parce que ce n'est pas facile. Mais c'est une bonne chose. Ça veut dire que la femme, elle peut faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mais que nous, les hommes, que nous comprenions les femmes, que nous comprenions que c'est la femme qui peut compléter certaines choses. Il y a des jours où il n'y a pas le prix de condiment, mais la femme se débrouille pour préparer. Donc tout ça, ça montre à quel point la femme est rattachée à son foyer, la femme est rattachée à ses enfants. Et au-delà de celle-là, il y a une autre femme qui conduit les taxis là. Il y a une femme taximane, elle est française. Dans nos reportages, il y a également une femme, une colonelle de gendarmerie également, une dame, on a fait un portrait là-dessus. Voilà, même à Ouenzendougou, le commandant de brigade, je crois que c'est une dame. Je crois qu'il y a certaines vraiment qui... Il y a certaines qui méritent, il y a d'autres qui sont vraiment, qui ont des galons de complaisance. Okay. Par exemple, le colonel Nema Sagara, ou je ne sais pas si elle est générale, elle vraiment, si elle mérite ses galons. Parce on l'a vu pendant la libération du Nord, le travail qu'elle a accompli, elle a fait un travail impeccable. Okay. Voilà. Mais rapidement, parce que le temps est en train de nous coincer un peu, on a vu que les femmes travailleuses, veuves et orphelines de l'UCOMA réclament de nouveau leur plan social. Ils ont profité quand même de cette fête du 8 mars. Alors, que dire de ces braves femmes dans leur combat? Badou. Moi, je pense que ces braves femmes doivent être accompagnées. Parce que vous voyez, je rejoins Paul Ben, quand il y a la stabilité dans le foyer, tout bouge. Parce que vous êtes dans un foyer, vous ne travaillez pas. Votre femme n'a pas quelque chose à faire. Vraiment, elle peut se livrer à certaines choses, que Dieu nous en garde. Mais les femmes de l'UCOMA, surtout à Koulikoro, on a vu que certaines sont descendues dans le fleuve maintenant pour devenir des femmes qui extraient le sable. Le sable du fleuve. Oui. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais encore faudrait-il que l'État pense à ces femmes travailleuses. Vous voyez qu'au niveau de l'UCOMA, il y a un problème très très compliqué. Il y a un problème de ressources sociales. On doit mettre certains dans leurs droits. Je crois que le montant est évalué à plus de 8 milliards de francs CFA. Et le président de la République a demandé au ministre de la fonction publique de prendre toutes les dispositions pour que les travailleurs soient mis dans leurs droits. Et moi, je crois que nos nombreux syndicats qu'on a ici, des syndicats sans tête, souvent sans queue, vraiment doivent se lever pour combattre, pour se battre. Ils se sont installés au sein de la bourse du travail pendant près d'une année. Oui, mais je dis que l'UNTM ou bien la CSTM, je ne sais même pas quel est leur nom, ils doivent maintenant se battre aux côtés de ces femmes et décréter des actions vraiment pour que le Mali remette ces femmes dans leurs droits. Moi, je crois que c'est ça. Le problème de l'UCOMA, ce n'est pas un problème qui est lié aussi aux centrales syndicales. C'est un problème qui est lié à la privatisation. Vous savez que l'UCOMA a été racheté par dans un truc flou. Voilà, dans un truc flou, il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement. C'est ce qui a amené tous ces problèmes-là. D'accord. Donc, nous disons merci à Awa Semega, même si elle n'est pas arrivée sur ce plateau. Chapeau pour elle dans le cadre des festivités du 8 mars. Merci à Paul Ben, journaliste indépendant. Merci à Bado Escobar. Donc, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org et réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par Ibrahim Aran Diallo et mise en onde par Gagny Kanté. La régie vidéo était assurée par Peting Diara. Je suis Aliou Sidibé et la coordination était assurée par Mouhamadou Touré. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.